Salut à tous et bienvenue dans Et Village pas l'affaire. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais pour parler du reste. Coupé. Eh bien, me voici en plein été avec mes deux comparses du podcast Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et à Village pas l'affaire, n'est-ce pas? C'est mes potes, c'est pas pour rien. Et donc, en fait, nous sommes partis en vacances ensemble pour tourner quelques épisodes de Podsac, mais aussi pour tourner quelques épisodes pour White Gunslinger, pour whitegunslinger.com et pour Et Village pas l'affaire. Donc, trois petits films, dont le premier dont je vais vous parler tout seul en fait, et les deux suivants qui ont fait l'objet d'une séance crash test, deux films pas forcément très récent, donc voilà, c'est une petite session des Villages pas l'affaire, toujours axée sur l'inédit et axée sur le cinéma bis. Pour le premier film, je vais vous parler de The Collection, la suite de The Collector, qui était donc réalisé par Patrick Melton et Marcus Dunstan. Le Blu-ray vient de sortir, enfin il est sorti en fait depuis le 10 juillet dernier, donc en DVD et en Blu-ray, chez TF1 Vidéo, et on peut les remercier, car The Collector était un petit bijou, à mon sens. J'en ai parlé dans un précédent épisode des Villages pas l'affaire, alors je vous invite à rejeter un œil dans un des rares épisodes que je commets dans ce blog, dans ce podcast en solo. Et donc, The Collector, mes sacs, les potes sackers avec moi, qui sont présents autour de moi, sont morts de rire, parce qu'effectivement, je fais un épisode tous les 6 mois. Donc, The Collection, qui est donc un film qui a été monté directement à la suite du premier, vu le succès qu'il avait eu, parce ça a été un franc succès au niveau vidéo, au niveau des petits festivals, il a fait beaucoup parler de lui, donc il avait des qualités dont j'ai déjà parlé, dont on a déjà parlé entre nous, les sacs. Et donc The Collection, finalement, produit peut-être un peu à la va-vite, mais qui est sorti qui a été réalisé en 2011 et qui donc paraît chez nous au bout de 2 ans. Donc c'est quand même assez ennuyeux qu'un film comme ça mette autant de temps à arriver chez nous, mais une fois qu'il est là, on peut en profiter, et donc voici ce qu'on peut dire sur ce film. Patrick Melton et Marcus Dunstan, pour les resituer, c'est quand même le duo de scénaristes des séquelles de Saw, c'est-à-dire Saw 3, 4, 5, 6 et 7 de mémoire, et ils sont aussi responsables de la trilogie de Fist 1, 2 et 3, qui étaient des films de monstres bien fandards, qui étaient réalisés par John Gulager, et ils sont aussi responsables du très raté, du très mauvais Piranha 3DD, c'est quand même eux qui sont responsables du Piranha 3DD, donc la suite de Piranha 3D de Alexandre Aja. Donc malheureusement là ils ont fait un gros fiasco, ce qui fait que The Collection ne partait peut-être pas sous les meilleurs augures, mais bon voilà, c'était quand même leur bébé à eux, The Collector était leur bébé à eux, c'était un petit bijou, on pouvait donc espérer que The Collection soit à la hauteur. On retrouve au générique de The Collection Josh Stewart, qui est donc le héros du premier, de The Collector. On le retrouve dans le même rôle. On retrouve également Emma Fitzpatrick dans le rôle d'une jeune victime en détresse. Je vous résumerai vite fait l'intrigue plus tard. On retrouve également Lee Tergesen. C'était un des personnages importants de la série Code Lysa, la fameuse série qu'on a tous regardé quand on était ado dans les années 90. Et on retrouve également Christopher McDonald, qui est un visage connu quand même du cinéma américain, notamment dans les seconds rôles. Voilà pour le casting de ce film. Donc Josh Stewart reprend le rôle qu'il avait détenu dans le premier épisode, c'est-à-dire c'est le rôle de Harkin, si je ne me trompe pas, au niveau du nom du personnage. Il était donc un cambrioleur qui était victime et traqueur du collector, du fameux collectionneur, et donc on le retrouve cette fois-ci dans le rôle du chasseur, c'est-à-dire qu'en fait il a réussi à échapper in extremis aux pattes de l'araignée, aux pattes du collectionneur. Et comme il a réussi à s'en échapper, un richissime, un homme très riche en fait, interprété par Christopher McDonald, lui demande de partir à la poursuite du collectionneur pour sauver la fille de ce richissime, en fait, pour sauver sa propre fille, qui est détenue, qui est entre les griffes du méchant tueur collectionneur. Donc notre héros se retrouve au milieu d'une escouade de barbouzes, d'une escouade de pros de la gâchette, de super tueurs, de super killers, une sorte d'élite du SWAT entre guillemets, ce qui fait bien sourire puisqu'ils sont menés par Lee Tergesen, et donc les voilà qui partent à la recherche du domicile du collectionneur, ce qui fait que le film cette fois-ci est encore un home invasion comme l'était le premier, mais cette fois-ci on n'envahit pas la maison d'une victime, mais on envahit la maison du collectionneur.
collectionneur lui-même, c'est-à-dire son antre, on entre dans l'antre, dans la toile de l'araignée. Alors donc on peut effectivement estimer que le film avait tout pour plaire, c'est-à-dire que l'intrigue suivait les wagons directement du premier épisode, donc ça pouvait permettre d'être suffisamment sympa. On était assez attaché au héros principal dans le premier film, qu'il avait quand même bien mis en valeur. Donc dans ce second épisode, on est quand même content de retrouver ce cher Arkin O'Brien. Seulement voilà, le petit défaut du film, c'est que l'histoire ne raconte pas plus de choses que cela, ce n'est juste qu'une entrée dans la toile de l'araignée. Donc au niveau du scénario, c'est là que The Collection a son principal défaut, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas spécialement originale, elle tient sur un malheureux papier à cigarette, et et en plus de ça, le film est malheureusement trop court, on me jette des cigarettes à la gueule, merci, Well Gunslinger, mais voilà, donc c'est juste un peu dommage que le film ne raconte pas plus de choses que cela, qu'une simple traque du collectionneur pour sauver une jeune femme des griffes de ce tueur. Et en tout cas, effectivement, si la durée du film... Oh, j'adore quand il me tient les mains comme ça. Si, effectivement, la durée du film est trop courte, si le scénario n'est pas spécialement original, c'est vrai que ce sont effectivement les principaux défauts du film, il n'empêche que cette durée très courte et cette façon de ruer dans les brancards, cette façon d'aller très vite et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire des scènes d'action et des scènes très gore, le film remplit finalement son office, c'est-à-dire qu'il divertit. Alors pourquoi il divertit ? Parce qu'en fait, on est dans un petit ride horrifique, c'est très sympa, c'est très fun, ça ne mange pas de pain comme on dit souvent, c'est-à-dire que c'est un film qui est assez généreux, il installe une petite ambiance sympathique, l'antre du collectionneur est plutôt sympa, elle est plutôt belle, elle est riche en pièges, elle est riche en choses trappes, et on est toujours sous le coup d'une attaque, sous le coup d'une mise à mort assez graphique, et justement Marcus Dunstan et Patrick Melton sont très généreux. Ils n'oublient pas que le spectateur avait beaucoup aimé The Collection et que ce qui avait fait le succès de The Collection, c'était justement cette façon de mettre en scène des pièges, cette façon jalesque de mettre en scène les morts, et The Collection réitère cet exploit et propose de jolies petites séquences. Et donc oui, effectivement, si le film est assez généreux en scène d'action et en scène gore, les deux réalisateurs n'oublient pas aussi de mettre en scène les choses de façon très intéressante, c'est-à-dire qu'on a quand même... J'ai vu un cul passer. On a quand même effectivement cette façon de mettre en scène très jalesque qui est assez sympa. Il y a des plans qui sont toute beauté. Malheureusement, certains plans sont moins intéressants, mais on ne retrouve pas, si vous voulez, la même maestria qu'il y avait dans The Collection, mais il y a quand même de beaux restes. Voilà, il y a quand même de beaux restes. Je pense notamment à une scène où le collectionneur se promène avec des chiens à l'entrée de son antre. On le voit avec une sorte de lumière derrière lui assez bleutée avec son masque. Cela donne quelque chose d'assez très sympa. Et il y a aussi notamment cette fameuse collection qui est quand même très macabre, qui rappelle justement les petits délires de Stefan Rusowicki dans la série des films Anatomie. Donc on retrouve cette façon de mettre en scène des corps décharnés, déchiquetés, qui est assez cradingue, assez glauque, et qui est mise en scène de façon très sympa, c'est très joli, c'est très graphiquement beau. Donc à ce niveau-là, les réalisateurs ne font pas un sans faute à 100%, mais il y a de très belles choses dans The Collection.
Alors le film aussi est généreux en gore, c'est-à-dire que comme le premier, on a des scènes de mise à mort assez sympas, assez graphiques. Donc les âmes sensibles, évidemment, on leur réclame de passer leur chemin. S'ils ont vraiment peur de sauce tomate ou autre chose, ce n'est pas la peine de rester. Voilà, donc le film propose toujours des scènes de mise à mort qui font tout le sel de The Collection, comme elle faisait le sel de The Collector. Donc si vous êtes venu voir un film avec des scènes surprenantes et des scènes choc et des scènes de mise à mort gore, celui-ci est assez sympathique. Bon, alors les pièges du collectionneur sont toujours aussi frappadingues. Peut-être que dans ce film-ci, les deux réalisateurs, Melton et Dunstan, ont voulu aller plus loin. Alors c'est peut-être un peu là où ils ont péché, c'est-à-dire que trop vouloir en faire, ils ont été trop loin dans l'exagération. Vous êtes d'accord, Messac? Voilà. Donc on a une scène d'ouverture très fun. À la première vision du film, je vous cache pas que je m'étais dit, ouais, bon, c'est sympa, mais putain, c'est pas très crédible. Bon, en le revoyant, on peut se poser des questions, on peut se demander si le chose n'avait pas été mise en place très longtemps à l'avance, on peut se poser des questions, etc. Et si on part du principe qu'on est là pour voir un film fun, ça passe. Donc je vous conseille franchement de ne pas chercher à trouver de la crédibilité dans le film, ni dans les scènes de mise à mort, ni dans les pièges du collectionneur. Mais si vous partez dans cette idée-là, dans cette optique-là de vous amuser, le film vous offrira son content de scènes choc, rigolotes, sympa, fun, drôle. On n'est pas dans le torture porn, mais on est plus dans le gros ride horrifique. Donc la scène d'ouverture, peut-être un peu abusée, reste relativement très fun quand même à voir. Donc le Blu-ray édité chez TF1 sur le plan technique est très réussi, encore une fois, comme The Collector, c'est-à-dire que, alors je pense que mon pote White Gunslinger sera content, puisque le film est proposé en DTS HD pour la version française, ma foi... Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant parce que sur la jaquette, il précise qu'il n'y a que la version française. Bon, moi, je l'ai vu en VO, donc bon, c'est surprenant. Mais bon, voilà, donc il propose la piste en DTS HD, donc voilà, WhiteGunslinger.com est d'accord, est content. Voilà, il est approuve. Au niveau des bonus, making-of, commentaires audio et scènes coupées, cela donne quand même un film qui est plus riche en bonus que n'était le premier épisode. Donc TF1 Vidéo a fait un joli effort pour ce petit bijou de série B. Donc voilà, je vous conseille The Collection, donc il était chez TF1 Vidéo, en Blu-ray ou en DVD. Et pour ceux qui ont eu la chance d'acheter le numéro de Mad Movies de cet été, c'est-à-dire du numéro qui était sorti en juillet-août, le DVD de The Collection était offert avec le numéro de Mad Movies. Donc voilà, moi j'ai préféré me le prendre en Blu-ray, j'ai préféré arrêter la clope et continuer ma collection de Blu-ray grâce à eux. Donc merci The Collection, merci Patrick Melton et Marcus Dunstan. On espère que le film aura un suffisamment grand succès en vidéo, parce que pour l'instant le score box-office n'est pas été aussi folichon que le premier. Je crois que le budget avoisine les 10 millions de dollars et au niveau du box-office ça a rapporté à peine 7 millions je crois, ou peut-être même moins. Bon après, alors je me trompe peut-être dans les chiffres, il faudra vérifier parce que là c'est vraiment de mémoire, c'est de très loin que je vous dis ça, mais en tous les cas un film dénommé The Collected est prévu. Donc si le succès est quand même derrière The Collection, The Collected qui s'intéressera cette fois-ci aux personnes de la collection, c'est-à-dire aux gens collectionnés. Donc on se sera intéressé à Harkin, on se sera intéressé dans ce film-ci aux collectionneurs, et dans le suivant, on s'intéresserait aux collectionnés.
Donc j'espère que The Collected, troisième film de la trilogie Collector, verra le jour. À vous les studios. Et ben pour ce deuxième film, j'ai préféré lancer la session du crash test. Du crash test. Ouais, j'avais déjà oublié, c'est pas grave. Donc, en fait, j'ai fait le mois dernier. J'ai proposé à mes chers sacs 2 films. Le premier, il s'agit en fait d'un film dénommé The Car. Alors j'avais amené ma petite sélection de DVD, n'est-ce pas? Vous avez échappé donc à Massacre à la tronçonneuse 2, au banlieusard de Joe Dante, mais par contre... Mais pas à celui-là, là. On n'a pas échappé à celui qui est là. Ah oui, Anaconda 2, à la poursuite de l'Orchidée 200, vous l'avez pas échappé. Mais bon, j'ai pas voulu faire plus pour celui-là. Mais en tous les cas, on fait sur Enfer Mécanique The Car, réalisé par Elliot Silverstein en 1977. Un film donc réalisé... Très bonne année, très bon cru, n'est-ce pas? Oui, pour ceux qui sont nés en 77 du moins. Et donc, Elliot Silverstein est le réalisateur du film qui avait été oscarisé... Enfin, pour lequel avait été oscarisé, si je ne me trompe pas, Lee Marvin. Il s'agissait de Cat Ballou avec Jane Fonda en 65. Et il a réalisé aussi un film nommé Un homme nommé Chobal avec Richard Harris, un western assez connu aussi, donc 2 westerns assez connus dans le monde du western américain. Et Elliot Silverstein qui avait aussi derrière lui une grosse carrière à la télévision et qui a poursuivi après malheureusement Enfer Mécanique de nouveau à la télévision et pour finalement se désintéresser de la mise en scène. Voilà. Donc Enfer Mécanique c'est quoi? Donc The Car, sorti en France sous le nom de Enfer Mécanique, a connu une diffusion à la télévision française qui est devenue une diffusion culte. C'était sur la 5. Alors je sais plus si c'est sur Les Accords du Diable ou pas, mais en tous les cas, le film n'a jamais été rediffusé depuis. Donc en France, le DVD n'est pas trouvable. On peut le trouver cependant dans une édition belge chez Universal, un zone 2, DVD zone 2 belge avec piste en VO, piste en VF. Pour ce film qui est donc une rareté, tout simplement, et aussi une rareté intéressante. Je ne dis pas que c'est le chef-d'œuvre de l'année, bien sûr, enfin de l'année 77, mais en tout cas, un bijou quand même. Voilà, en tout cas, c'est un petit bijou. Non, enfin pour moi, en tous les cas, c'est un film intéressant dans la mesure où c'est un film qui a voulu surfer sur le succès des Dents de la Mer, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en fait, comme un requin sur une planche de surf. Voilà, à l'instar de Piranha de Joe Dante, pour le plus connu, le plus célèbre, le plus réussi, ou à l'instar d'un Grizzly, où il y avait pareil, la même scène, les mêmes séquences, la même construction que les Dents de la Mer, sauf que là, c'est The Car, et donc The Car, ça parle d'une voiture. Une voiture maléfique qui s'en prend à un petit bled de l'Utah, si je ne me trompe pas, ça se passe en Utah, hein, Fred. Je crois, ouais. Voilà, qui se passe en Utah, donc il s'en prend au départ à un jeune couple, comme dans les Dents de la Mer au début du film, où il s'en prenait, où le requin attaquait, enfin Bruce, le requin, s'en prenait à une jeune femme. Ben là, ça commence pareil. Bruce? Le requin de Dents de la Mer, il l'appelle Bruce. Steven Spielberg, ils ont toujours appelé le requin des Dents de la Mer Bruce. Bruce puissant, d'accord. Voilà. Et donc, faudra vérifier, mais de mémoire, c'est ça. Hein. Et donc, le film suit la construction des Dents de la Mer. Donc, on a l'acteur principal, James Brolin, qui est le papa de Josh, qui n'avait pas encore joué dans Amityville de la Maison du Diable de Stuart Rosenberg. Et on trouve également l'actrice Kathleen Lloyd, que certains ont pu découvrir dans Missouri Bricks avec Jack Nicholson et Marlon Brando, un western de Arthur Penn très célèbre. Elle avait donc le rôle principal féminin, et elle a joué aussi également dans un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Les monstres sont toujours vivants, donc la suite du Monstre est vivant de Larry Cohen, où elle avait le rôle principal féminin. Donc c'est marrant parce que j'ai vu les deux films coup sur coup, et c'est rigolo de voir que Enfer Mécanique, d'un coup je me suis dit, ah mais merde, c'est la même actrice. Donc voilà, après le reste c'est un casting de second couteau du cinéma américain des années 60 et 70, donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on parle du film? Je le présente comme toujours dans Les Villages Pas l'affaire, je présente le film. Parce qu'il n'est pas là pour parler de lui, mais pour parler du reste. Merci. Donc voilà, donc ce film, moi je l'avais découvert, je l'ai découvert en DVD, voilà. Je l'ai présenté donc à mes deux potes Sac. Je vais leur laisser donc donner leur avis à chacun sur le film, et je vous donnerai ensuite le mien, parce que je sais qu'il sera totalement à l'encontre de ce qu'ils vont dire, donc je leur laisse le soin de parler, et je laisse le soin à Wild Gunslinger, je répète encore une fois, du blog wildgunslinger.com, que je vous conseille bien entendu de suivre, de liker, et de les commenter tous ces articles et toutes ces vidéos. Bah merci. Alors, L'Enfer Mécanique, par où commencer? C'est un film que je ne vous conseille pas. C'est un film que je trouve quelque peu atypique. Pas forcément, je dirais pas que c'est un nanar, je dirais pas que c'est extrêmement mauvais, je dirais simplement qu'il y a des passages qui sont suffisamment ridicules pour faire prendre une distance par rapport au film, et pour m'avoir sorti un peu du film. Hein. Je pense notamment à un passage
où la voiture défonce la maison comme une fleur. Elle déflore la maison, quoi. Elle déflore la maison, la voiture. Voilà, l'histoire de malédiction. Il y a 2-3 clichés. Alors c'est vrai que le film est vieux, alors c'est peut-être des films qu'on a vus après qui traitent un peu des mêmes sujets, donc du coup moi ça m'a paru pas très neuf, mais effectivement ça a peut-être été fait avant. N'empêche que l'histoire, je l'ai trouvée un peu légère, quoi. J'ai un peu de mal à rentrer dans cette histoire, quoi. De voiture maléfique. Je conseille plutôt un Christine dans le même esprit. Tourné 6 ans après d'ailleurs, et voilà, d'après Stephen King. Non pas dans le même esprit, mais pour trouver une voiture un peu maléfique, je préfère voir Christine. Le film, je l'ai trouvé... j'ai du mal à en parler, hein. J'ai pas trop accroché, mais j'ai pas non plus... Je l'ai regardé sans déplaisir, quoi. J'ai pris un certain plaisir coupable à le regarder. Maintenant, je peux pas le conseiller, je peux pas dire que c'est un bon film, je peux pas dire que c'est un nanar. Il n'y a pas eu d'accrochage. Il n'y a pas eu d'accroche particulière. C'est un film qu'on voit, qu'on oublie après. Je suis pas sûr que dans une semaine, je me souviendrai de ce film ni du titre du film. Je me souviendrai qu'il y avait Brolin dedans. À part ça, pas grand-chose, quoi. Pourtant, c'est un film qui a fait l'objet de pas mal de références, notamment la scène d'introduction de Shining de Stanley Kubrick qui reprend la musique, notamment un épisode de Futurama, effectivement, qui parodie carrément le film, l'épisode de Futurama avec Bender, tout ça. Oui, c'est oui. Donc, non, mais c'est ce que tu voulais dire. Oui, toi c'est à peu près la seule chose que j'allais dire sur ce film. Non, en fait, j'ai vérifié, effectivement, on en a parlé, effectivement, j'ai vérifié, j'ai vu, effectivement, il avait raison, Tony. C'était ça qui m'a poussé à aller vérifier ça sur internet, et effectivement, j'ai vu qu'il y avait bel et bien, ça avait été bien spoofé par Futurama. Mais c'est pas non plus la seule référence, il y en avait une aussi, on a dit, avec. Je sais plus l'autre. Un film d'horreur avec une créature. Ah non, il y a aussi effectivement, Jeepers Creepers au niveau par contre de la sonnerie du klaxon en fait. Effectivement, dans Jeepers Creepers, il y a le camion du tueur en fait qui a cette sonnerie de klaxon très caractéristique qu'on retrouve ici dans The Car. Moi j'ai trouvé le film, comment dire, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses dedans. Bonne chose, la voiture qui à mon sens est esthétiquement très bien réussi. J'aime bien son look. J'ai bien aimé aussi en fait on va dire l'ambiance générale. J'ai beaucoup moins aimé par contre la façon dont sont réalisées les collisions qui sont à mon sens ratées, c'est-à-dire en fait au niveau quand la voiture en fait va percuter en fait des personnes. J'ai eu moins de mal avec la scène par contre où la voiture traverse la maison parce que on voit que c'est une maison qui est faite un peu comme pas mal de constructions américaines dans ces coins-là en bois, donc la voiture peut très bien la traverser. Puis de toute façon on est dans quelque chose de fantastique, donc du coup ça m'a pas trop gêné à ce niveau-là. Mais comment dire, c'est un film très mineur. C'est un film par contre qui effectivement après a influencé un ou deux autres films et puis qui s'influence lui-même de Jaws. Intéressant et qui souffre par contre effectivement au niveau de la réalisation de problématiques liées justement aux scènes où il devrait y avoir en fait de l'intensité, où en fait il y a de l'intensité mais où les percussions en fait sont plus ou moins ratées, comme je disais en fait au niveau de la percussion de la voiture sur les personnes, ce qui fait qu'en fait on a une certaine, par exemple dans la première scène, une certaine tension, on voit la voiture qui va suivre les deux cyclistes, etc. Donc il y en a une, on se demande comment ça va se passer, et puis en fait le moment en fait vraiment crucial retombe un peu comme un soufflé, parce que je trouve que c'est sûrement, alors peut-être par manque de moyens, mais surtout même si on n'a pas les moyens, on peut arriver à trouver, même si on monte pas l'impact, en fait un moyen de faire en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose de puissant qui se passe à ce moment-là, et c'est pas le cas. Donc pour moi j'ai pas trouvé le film long, je l'ai vu du début à la fin, il m'a pas ennuyé du tout, c'est juste un film moyen, mineur, mais sympatoche, voilà. D'accord, de toute façon je rejoins un petit peu ton avis finalement. C'est vrai que ce film n'est pas le chef-d'œuvre, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas un classique de la série B, je dirais plutôt que c'est un film culte de la série B, parce que c'est un film qui traîne derrière lui une certaine réputation quand même, même si vous le connaissez peut-être pas avant que je vous en parle, mais c'est un film dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, que ce soit dans la presse spécialisée, etc. C'est un film qui est devenu culte, aussi par le fait qu'il est rare,
Donc pour ça, moi effectivement je reconnais les mêmes défauts que Anthony, c'est-à-dire qu'il y a des passages réussis et d'autres moins, les scènes d'action, les scènes de terreur, de tension sont pas toutes aussi réussies les unes que les autres, les scènes d'attaque du requin voiture, on va dire de la voiture requin, sont pas toutes réussies, certaines sont très bien mises en scène, j'aime beaucoup la scène d'attaque lors de la fête où la voiture s'encombre de poussière, où la voiture requin s'encombre la voiture garoute, elle est là, elle poursuit tout le monde, elle tourne en rond, etc. Il y a des choses qui sont bien vues. D'ailleurs, au sujet de la voiture, il faut savoir que c'est le même concepteur de la Batmobile que la Batmobile de 1966. Ça, c'est intéressant, c'est marrant. C'est le même créateur de la Batmobile de la série télé, qui a créé donc The Car, parce que c'est une voiture en fait ce n'est pas un modèle existant. Ils ont créé 9 modèles, je crois, pour le film. C'est un modèle qu'ils ont complètement construit de toutes pièces à partir d'une voiture originale. Parce qu'il n'y a pas de poignée, donc pour rentrer. Il n'y a pas de poignée, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est également, c'est de voir comment ils ont intégré des vues subjectives. D'habitude, dans les films d'épouvante animalière, on a toujours la vue subjective de l'animal, que ce soit dans Les Dents de la Mer, dans Piranha, dans Wolfen, etc. Dans Predator, enfin voilà, dans les films d'animaux, on a toujours cette vue en caméra subjective. Là, le point of view, il y est aussi, donc c'est assez marrant. Seulement, c'est assez lumière orangée. Voilà, c'est vu à travers de l'habitacle, avec le tableau de bord, avec la vitre et tout, en couleur sépia, etc. Ça, c'est assez marrant. L'utilisation, bon, c'est très facile, mais c'est quand même marrant d'avoir utilisé l'idée pour une bagnole, pour une voiture. Ensuite, donc, le film, pour moi, est intéressant à découvrir, parce que c'est la preuve qu'en voulant surfer sur un énorme succès culte, un film très célèbre, on arrive à faire un truc complètement décalé et assez original, qui peut surprendre. Donc pour moi, c'est un film à découvrir pour l'amusement, pour voir ce qu'on a été capable de faire à l'époque, quand un film avait eu du succès, et qu'on était capable de partir sur un succès pour en faire un truc qu'aujourd'hui on trouverait complètement débile. Aujourd'hui, je vois personne dire tiens, on va faire un film de requin avec une bagnole. Enfin, en même temps, aujourd'hui on arrive, on fait Piranha 3DD, on fait des trucs comme ça, donc aussi on pourrait très bien faire un truc comme ça. Moi, je pense que ouais, mais là c'était une production universelle. Sharknado. Ouais, mais ça c'est là où on parlait de production Asylum, de production Nuit Image, enfin des trucs qui sont déjà des nanars de luxe. Comment celui dans le supermarché, Bait 3D de Kimball Randall. Ouais, mais là c'est pareil, c'est une production, enfin c'est pas non plus c'est une série B, mais là c'est un film de la Universal, donc c'était quand même pas rien, il y avait quand même un studio derrière, donc voilà, moi personnellement je pense que si vous êtes curieux, si vous êtes cinéphile et que vous voulez découvrir un petit film de série B surprenant et qui reprend un succès, jetez un œil sur les sites de vente en ligne. Moi je le trouve des fois, il arrive qu'on trouve le DVD de The Car dans les solderies, dans les rayons de supermarché. Je l'ai déjà trouvé dans le fond du bac à moins de 5 €, mais c'est vrai, c'est pas une connerie, j'ai déjà eu l'occasion de voir le DVD de The Car en fer mécanique, dans les Super U notamment, parce que les Super U sont souvent achalandés en zone 2 belge, sachez-le. Si vous êtes en région parisienne, non je déconne pas, j'ai souvent trouvé dans les Super U des DVD belges. Donc c'est pour ça en fait que c'était en belge en fait D'accord, j'ai compris. Donc voilà, donc ce n'est pas une comédie belge, mais en tous les cas, je vous conseille quand même de découvrir The Car par curiosité, pour si jamais vous avez un podcast à faire sur les films d'horreur animaliers et les parodies et les spoofs et les contrefaçons, et ben c'est intéressant pour votre culture. Et puis faites vos courses à Super U. Ouais, sponsorisé par Super U. Evil has visited the earth in many forms. Now it returns as the car. There was no driver in the car. Possessed. I know why he didn't go into the cemetery. The ground was hallowed. Who knows what it wants? They all know nothing can stop the car. This is Wade! We can't let him through no matter what! Stay in close! Get after There's nowhere to turn. The car, he's in here! Nowhere to hide. No way to stop the car.
hear the engine of that car. It's around here somewhere. Wait, I'm scared. No, I promise you I won't go out. Tell me what to do, baby. What evil force drives the car? Maintenant, on va s'attaquer à un autre film pour cette session de Crash Test. Donc cette fois-ci une comédie qui date de 2001, réalisée par une troupe de comiques, entre guillemets, certains diront qu'ils sont pas drôles, une troupe de comiques américains regroupés sous le nom de Broken Lizard. Donc c'est quoi, c'est le lézard cassé ou le lézard écrabouillé, bref. Donc une troupe de 5 gars, 5 gugus, qui sont assez tarés. Des gaillards, 5 gaillards, 5 barbouzes, 5 morphalous, de la blague, de la blagounette, du calembour. Voilà, du calembour, des jeux de mots, de l'humour un peu bas du front, et qui ont une certaine réputation aux États-Unis parce que ce film-là était déjà leur deuxième film. Ils ont tourné depuis d'autres films qui ont eu aussi un peu de succès aux États-Unis, et ce film-ci dont on va parler, qui se nomme Super Troopers, qui était une sorte de Super Trooper, donc super police de la route en gros, ou super policier de la route, réalisé donc par Jay Chandrasekhar. Enfin c'est A Broken Lizard film, mais on sait que c'est Jay Chandrasekhar, l'acteur d'origine hindoue, qui a réalisé le film. Et donc ce film-là est celui qui a eu le plus de succès critique, c'est leur plus connu, on va dire, de tout l'ensemble, et c'est même celui qui donnera droit à une séquelle qui est en cours de préparation. Donc il y a un Super Troopers 2 qui est en préparation actuellement. Voilà, ce n'est pas une vanne. Donc ce film parle en fait d'une équipe de policiers de la route, de troopers, qui sont en guéguerre, parce qu'ils risquent d'être fermés en fait. Ils sont en guéguerre contre des policiers municipaux, on va dire, ou de la police nationale. La police nationale, ouais. Voilà, en gros, c'est un petit peu la lutte comme chez nous de la police municipale et de la police nationale. Donc là, c'est pareil, seulement c'est police de la route contre des policiers nationaux. Et donc une guerre avec une petite intrigue autour d'un meurtre d'une femme qu'on retrouve morte, et avec un soupçon de trafic de drogue derrière, enfin trafic d'herbe, et le tout saupoudré de gags, puisque nos policiers de la route sont de parfaits connards. Ce sont des saupoudrés. Ce sont de parfaits connards, c'est de genre, à chaque fois si vous voulez, donc c'est là que les meilleurs gags pour moi arrivent du film, c'est qu'à chaque fois qu'ils doivent aller arrêter quelqu'un qui a fait une infraction au code de la route, ils inventent des jeux à la con pour gagner des points entre eux, enfin une sorte de concours du plus con d'entre eux, et voilà, donc voilà, donc les gags viennent de là, et ensuite voilà pour l'histoire. Sorry about that. All right, Mel. Hand over your license and registration. Your registration? Hurry up, Meow. Sorry. There's something funny here, boy? No. Well, then why are you laughing, Mr. Larry Johnson? All right, Meow, where were we? I'm sorry, are you saying meow? Am I saying meow? I thought... Don't think, boy. Meow, do you know how fast you were going? Now, what is so damn funny? I could have swore you said meow. Do I look like a cat to you, boy? Am I jumping around all nimbly-bimly from tree to tree? No. Am I drinking milk from a saucer? No. Well, do you see me eating mice? Hey, you stop laughing right now. Yes. Now, I'm gonna have to give you a ticket on this. But... No buts, Meow. That's the law. Not so funny, Meow, is it? Meow. Alors le film donc a eu du succès, je vous l'ai dit. Depuis, les Broken Lizard ont tourné d'autres films qui sont moins réussis, quoique Club Dread, qu'on avait vu déjà ensemble, une sorte de parodie assez malicieuse du slasher avec Bill Paxton et une actrice de série télé que t'adorais. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais dit que t'adorais cette actrice, une blonde, bref, dans Club Dread, donc, qui est une des meilleures parodies de slasher à mon sens, que je vous conseille. Ça doit être une jolie femme, je pense. Oui, t'avais bien aimé le film à cause de... T'avais bien aimé le film, je me rappelle, on avait regardé ensemble chez toi et t'avais bien aimé. Donc Club Dread, qui est trouvable également... On n'avait pas mangé des pop-corn?
Oh oui, on avait bouffé des packs de popcorn et tout, on Des s'était seaux. blindé l'estomac. Des seaux de popcorn qu'on pouvait acheter à côté de chez Fred à l'époque, c'était bien cool. Et donc voilà, on avait J'ai retrouvé les mêmes à l'endroit où j'habite maintenant, il y a les mêmes. Ouais. Bah, j'en trouve aussi chez moi, mais des seaux plus grands par contre. D'accord. Ah, il y a des c'est plus le même, gros seaux, c'est toujours le euh, même, c'est marqué popcorn movie et tout. Enfin, movie, je sais pas quoi là. C'est fait pour toi, c'est fait pour les sacs. Bah oui. C'est les sacs à popcorn. Bref, donc Club Dread qui était pour moi un autre très bon film que pendant longtemps même j'ai préféré à Super Troopers. Donc ils ont également réalisé plus récemment ce Slamin Salmon avec en plus dans les rôles principaux, donc toujours la même équipe des Broken Lizard. On avait aussi celle qui fait Robin Scherbatsky dans How I Met Your Mother. Donc Slamin Salmon pour le coup je vous le conseille aussi, il est plutôt marrant, il est très sympa. Donc voilà, donc ça c'est pour les Broken Lizard. Donc je suis incapable de vous donner les 5 noms des bonhommes qui constituent cette équipe, même si, allez-y embrassez-vous les mecs, même si il y a Jay Chandrasekhar, il y a aussi Steve Lem, et après les 3 autres malheureusement j'arrive jamais à retenir leur nom tellement ils sont compliqués. Mais voilà, donc Ça a été bien préparé tout ça, hein. c'était un petit peu improvisé, mais bon voilà, donc Super Troopers, une comédie qui rend également hommage au Police Academy, ça tombe bien, ça fait écho à un épisode de Podsac que l'on a fait sur la franchise. Oui, il y a L'inaudible de Podsac. Il y a Voilà, un an et demi, c'était. C'était il y a un mois et demi ou Un même an plus et que- demi. Un an et demi. Oh punaise, c'était génial, c'est si vieux que Ouais. ça. Donc putain, mais je retrouve vraiment si peu que ça des villages pas l'affaire. Donc voilà, Super Troopers. Donc je vais vous laisser critiquer le film. Donc je laisse la parole à whitegunslinger.com, à whitegunslinger ou frédéric.com. Ouais. Allez-y. Frédéric.com. Alors, Super Troopers, alors, comment dire, c'est le réalisateur du film Sheriff Fais-moi peur, je crois, c'est ça ? Exactement. Voilà. Donc déjà, quand j'ai vu ça, sur sa fiche IMDb, je me suis dit, ça part mal, parce que Sheriff Fais-moi peur. Et en plus, il y avait les Broken Lizard qui jouaient dedans. Ouais, Ils je jouent sais. tous dans le film. Tu me l'avais également. expliqué à l'époque, justement. Et Sheriff Fais-moi peur est un des films les plus ennuyeux que j'ai vu en salle, une des plus grosses déceptions, parce que je trouvais que l'univers de Sheriff Fais-moi peur de la série télé pouvait bien s'accorder à une belle comédie bien Toi, une orientée, série bien très drôle sympa. hein, au départ. Ouais, que j'aimais bien moi. Et bon, grosse déception. Et là, on repart un peu dans la même travers, c'est-à-dire que, alors comme tout à l'heure pour Vaucar, je peux pas dire que c'est un film mauvais, c'est même supérieur à Vaucar là dans le style comédie. C'est juste que ça m'a pas amusé, ça m'a pas plu. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à rentrer dans leur humour, qui est assez particulier, qui est assez, comme tu le disais, bas du front, un peu graveleux, etc. Ce qui est bizarre, ce qui est étrange, c'est qu'il y a des choses qui auraient pu me faire rire. Quand ils font les jeux, quand ils vont arrêter un usager et qui font miaou, voilà, qui doivent donner, prononcer tel ton de fois un mot, etc. Quand ils font les jeux à boire et tout, ça aurait pu me faire rire, et bizarrement, ça m'a pas fait rire. Je crois que j'ai souri 2 fois pendant le film. D'ailleurs, tu l'as noté, je le sais, parce que tu me regardais du coin de l'œil. Et voilà, et en dehors de ça, j'ai pas trouvé ça ridicule, même si par moments c'était un peu facile comme humour. J'ai pas trouvé ça ridicule, j'ai pas trouvé ça mauvais, c'est juste que je suis pas entré dans le délire, quoi, voilà. Donc je suis resté un peu en dehors tout le long. Je me suis un peu fait chier quand même, c'était un peu long, je sais pas combien de temps il dure le film. 1h40. Ouais, j'ai trouvé un peu long. L'histoire m'a pas spécialement intéressé, c'est plus un prétexte pour des aventures, des gaffes, des trucs comme ça. Voilà, après les acteurs sont assez énergiques, ils sont délirants, ils sont dans leur monde, quoi. Ça fait un peu comme les Robins des Bois. En France, voilà. Bravo. Et du coup, les Robins des Bois, quand on regarde, j'accroche pas, quoi, je rigole pas. Voilà. Donc c'est un humour qui est... Oui, voilà, moi, je préfère un humour du style les Monty Python, quoi. Je rentre plus dans le délire, même si c'est un peu le même genre d'univers, quoi. Là, je rentre pas dedans, mais je vais pas cracher dessus, je vais pas dire que c'est mauvais, ça fera rire certaines personnes. Voilà, c'est un film, une petite comédie qui pourrait être sympathique pour certains, moi qui m'a pas fait rire, que je conseillerais donc pas, mais qui peut-être vous fera rire, je ne sais pas. Voilà. Et ben moi ça m'a pas fait rire. Il y a à 2-3 moments en fait. Et pourtant c'est totalement le genre de truc qui pourrait vraiment bien m'amuser. Moi je trouve que premièrement ça va pas assez loin. C'est-à-dire que quand justement tu parlais des jeux, c'est ce que je reproche en fait au film, c'est que quand on a le jeu par exemple où ils font miaou, machin, etc. Ok, on fait des jeux quand on arrête les personnes, mais dans ce cas-là, allons sur vraiment des trucs très drôles. En fait, on est sur un truc qui est en retrait. Au début, ça commence pourtant bien avec les jeunes dans la voiture. Je trouve que là, ça commence. Le film part bien. On a un autre moment, une autre scène qui est assez drôle avec un couple qui est arrêté, voilà. Mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste du film, moi j'ai trouvé long, mais j'étais aussi fatigué, donc je mets pas. Et puis il fait chaud. Il faisait chaud, voilà. Mais je l'ai trouvé long et j'ai trouvé qu'il y avait des fois des passages qui étaient chiantissimes entre les chefs de police qui parlent entre eux où il se passe pas grand-chose, il y a pas de gag, il y a rien.
Je le vois comme vraiment les Police Academy, les Police Academy que j'ai pas aimé, dans le sens ceux où j'ai moins rigolé en fait aux gags qu'il y avait. Et pourtant, en fait, on sent que ils ont un vrai potentiel comique. C'est ça qui me gêne en fait dans le film. C'est qu'ils ont tous un vrai potentiel comique. Ça pourrait vraiment être drôle. Et je trouve que ça décolle pas parce que justement, ils ont pas pris le parti. Le principe, c'est trop long déjà. Et ils ont pas pris le parti pris d'aller loin dans les trucs ou de vraiment de. Et ça, on le voit à la fin du film quand on voit certaines scènes bien drôles, etc. Du coup, le film en lui-même est pas assez délire. Honnêtement, je trouve que c'est décevant dans ce sens-là. C'est un pétard mouillé. Quoi. C'est un pétard. Non, mais c'est vraiment un pétard mouillé. C'est un flingue mouillé. Et mais il y a 2-3 moments où j'ai vraiment rigolé sur 2-3 trucs qui m'ont vraiment fait rire. Mais du coup, tout le reste non. Donc je me dis merde quoi. Enfin, donc je trouve que pour moi c'est plus qu'un film mineur. J'ai moins aimé The Car encore que The Car. Ouais. Parce que je trouve que c'est très décevant. Je m'attendais pas à grand chose de The Car finalement, et au final j'ai pas été trop déçu. Par contre là je m'attendais quand même à rire beaucoup plus et c'est pas du tout le cas. Je trouve que leur humour en fait, ils ne montrent pas en fait ce qu'ils pourraient montrer je pense, justement en étant une troupe en 5 minutes comme tu faisais mais c'est pareil, comme les Robin des Bois, aussi de faire comme Eric et Ramsey sur certaines choses, c'est-à-dire qu'en fait on a l'aspect finalement de faire un petit truc de 4-5 minutes, ça va nous faire rire. Étiré sur 1h40, non, par manque d'un scénario qui lui ne leur laisse pas peut-être assez de liberté, je sais pas. Voilà. Ah bah si, parce que c'est eux qui doivent écrire le truc. Mais c'est eux qui l'écrivent. Mais ils se laissent pas assez de liberté pour être délirants. Ils n'arrivent pas à adapter leur style sur 1h40. Ils sont pas délirants du tout. Peut-être ça. Hein. Alors, pour moi, j'ai découvert ce film après Club Dread que j'avais vraiment aimé. Donc Club Dread, j'avais trouvé sympa et plutôt drôle, avec une histoire, en plus c'était un slasher, il y avait largement supérieur. Et je l'avais trouvé vraiment cool. Et quand j'avais vu que Super Troopers était le film vraiment des Broken Lizards, celui qui avait eu le plus de succès, et le plus de succès critique surtout, c'est celui vraiment qui a remporté les meilleures notes partout, confondues, je m'étais dit ce film va vraiment être drôle. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai été déçu en fait. Déjà, et dès la scène d'intro, j'avais été un peu déçu, j'avais pas spécialement rigolé. Et c'était il y a 2 mois de ça, je l'ai revu en fait, je me suis dit tiens, je vais m'en faire Super Troopers pour revoir le film, parce qu'en fait j'avais été sur le forum de Mad Movies, où il y a un gars qui a ouvert, je reviens toujours. C'est quoi ce truc ? Voilà, et il y avait un Madnote qui avait ouvert un topic sur les Broken Lizards, avec toute leur carrière et tous les films qu'ils ont fait, etc. Et tous encensaient donc ce film. Et je m'étais dit, je vais peut-être revoir le film pour me refaire une idée, parce que voilà, il y avait des avis récents qui avaient été publiés, je m'étais dit, je vais revoir le film. Et en le revoyant, bizarrement, je sais pas, peut-être que j'étais dans de meilleures dispositions ou j'en sais rien, c'était au mois de mai ou avril, et j'ai vraiment rigolé. Donc il y a 2 ans et demi. Est-ce que là t'as rigolé en le revoyant maintenant là Oui. Tu peux pas dire le contraire, je t'ai vu te marrer tout le long. Ouais, je me suis marré tout le long. Je me suis marré tout le long. Effectivement, chez moi ça marche. Ça a marché parce que bon, faut dire aussi que je connaissais maintenant le film. Ça fait la 3e fois que je le voyais, donc 3e fois que je le voyais avec vous. Donc moi, les gags fonctionnent. Effectivement, comme tu dis, je suis pas contre ce que tu dis. En fait, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est vrai qu'ils vont pas assez loin dans le délire ou dans le trash et tout. Mais en l'état, il y a des choses qui me font plutôt marrer. Les jeux qui s'appliquent les uns aux autres, ça me fait rire. Celui qui fait la radio, qui est un gros abruti, un véritable connard, il se comporte comme un mec odieux, alors qu'il avait le beau rôle dans Club Dread. En plus, c'est lui qui était le héros dans Club Dread. Là, ils lui font le rôle du pire connard possible, et il fait des pires saloperies, et il y a toujours des trucs Il y a une chose aussi qui me plaît beaucoup aussi, justement, avec ce personnage-là, c'est que quelque chose que j'aime bien dans les comédies, des fois américaines, c'est qu'ils savent bien faire, c'est qu'ils annoncent un gag, qu'ils annoncent quelque chose, et plusieurs minutes après, en fait, on voit ce qui s'est passé. Par exemple, dans le film, ils font allusion au fait que le mec il a été suspendu pour une sorte de bus scolaire. Et en fait, à la toute fin du film, on voit ce qui s'est passé avec le bus scolaire. Ça rappelle un peu les délires qu'ils ont fait récemment. Oui, c'est assez marrant. Ouais. C'est un peu le principe qu'ils ont fait récemment avec les Very Bad Trip, par exemple, avec les photos. Voilà, ou la scène où il est dans le McDo là et qu'il pète son câble. Et plus tard, on voit qu'il est en train de bastonner le mec. On voit ce qui s'est passé, je sais pas, 5-10 minutes après. Donc, c'est des trucs comme ça que j'aime bien dans les comédies américaines. Des fois, ils le font, je trouve ça cool. Et il y a ça qui me plaît, le fait aussi qu'ils aient installé une petite intrigue quand même, que ce soit pas juste une succession de gags sans histoire, il y a quand même un semblant d'intrigue, alors elle est peut-être un peu poussive, on peut deviner... Hein ? Un semblant. Bon, moi je trouve pas, mais je peux comprendre. C'est du même style que les Police Academy, tu vois, c'est pas des intrigues... Ouais, mais c'est quoi, pour moi c'est un peu comme dans les meilleurs... C'est pas très grave. Pour moi c'est un peu comme dans les meilleurs Police Academy, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Pour moi les meilleurs Police Academy, on en a parlé dans Podsac, c'est quand il y avait vraiment une intrigue qui était tout le long du film, qui n'était pas juste un truc qu'on rapportait dans les 20 dernières minutes. Là, il y a une intrigue de début à la fin, il y a un meurtre, etc. Donc il y a quand même quelque chose. Et puis, il y a des scènes qui me font rire, je me marre, effectivement. Je trouve ça bien, c'est rythmé. Les 5 acteurs, je trouve... C'est rythmé, c'est bien ça le gros problème du film, je pense. C'est le rythme. C'est qu'en fait,
tu enlèves 30 minutes au film, peut-être que tu arrives à un truc rythmé, mais Mais il restera un court-métrage. Pour moi, je le trouve rythmé. Je vois pas de reproche là-dessus, personnellement. Et puis, les 5 acteurs sont mis sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus drôle que les autres, ils sont tous au même niveau, ils ont tous leur fonction. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les Broken Lizard, c'est que chacun des acteurs, dans les différents films qu'ils ont fait, ils n'ont pas du tout le même rôle, ni la même valeur. Il y a celui qui fait le souffre-douleur dans ce film-là, c'est le gros, hein, c'est celui qu'on voit en Naked Man dans How I Met Your Mother, hein, le même acteur, d'ailleurs c'est Kevin Heffernan, son nom me revient, Kevin Heffernan. Et donc là il joue le rôle du souffre-douleur, alors que dans Club Dread c'est le héros, et dans Slamin Salmon c'est le patron, etc. Donc chaque personnage, chaque acteur n'a pas le même rôle, donc c'est assez intéressant là-dessus. Et puis au niveau mise en scène, bah écoute, oui effectivement c'est Jay Chandrasekhar qui est Broken Lizard a tourné depuis Sheriff Fais-moi peur, l'adaptation de la série, mais il a aussi tourné quand même quelques-uns des meilleurs épisodes de Community, quelques-uns de grosses sitcoms bien connus et quelques meilleurs épisodes de... Ouais, c'est dur 20 minutes un Community. Oui bien sûr, non mais évidemment. C'est ça en fait moi que je... Mais bref voilà, donc moi personnellement pour ma part je n'ai aucun problème, je recommande ce film parce que c'est une troupe de comédiens, de comiques qui n'est pas du tout connue. Fred a eu la très bonne idée de les comparer au Robin des Bois, parce que généralement c'est comme ça que je les présente moi-même, je dis toujours que les Broken Lizard c'est un peu les Robin des Bois américains, sauf qu'il n'y a pas de femmes dans le groupe, hein, c'est uniquement des gars, c'est que 5 gars, et c'est complètement inconnu, on ne trouve leurs films que en DVD, zone 2, et souvent des zones 2 belges, ma foi. Ils n'ont pas été édités chez Universal France, je crois, donc Club Dread, je vous le conseille, vraiment. Mais est-ce que tu recommanderais pas plus Club Dread, justement, parce qu'il y a vraiment une très grosse différence entre les deux films, quoi. Je recommanderais plus Club Dread, dont je l'avais pas pris avec moi, donc là on a parlé de Super Troopers. Donc Super Troopers, je vous le recommande également, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Club Dread. Donc voilà, avec son tueur en série sur une île, il est sympa, il est qui est voilà avec un bon gros délire, avec une actrice qu'on aime bien. Voilà. On ne sait plus qui c'est, mais on l'aime bien. De toute façon, on sait jamais. Puis il y avait Bill Paxton, et c'était plein d'humour. Puis en plus c'était un slasher très slasheresque, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des meurtres et qu'on était vraiment dans un slasher, tout en n'oubliant pas de faire rire, mais en ayant en même temps un véritable whodunit tel que les meilleurs slashers. Donc voilà, donc whodunit, qui a fait ça? Whodunit. Whodunit. Whodunit un plutôt, parce que non, Whodunit, ça s'appelle Whodunit. W-H-O-D-U-N-I-T. Vous regarderez la Dunit alors. Ah, D-U-N-I-T, d'accord. Ouais, vous regarderez la définition. C'est la contraction du. Ah, Dunit, pardon, oui, excuse-moi, oui, autant pour moi. Dunit, ouais, ok. Dunit. Bref, donc, moi je vous le conseille quand même, parce que là le sujet, le film de cet instant sec, de ces villages pas l'affaire, c'est Super Troopers. Donc moi je vous le conseille. Vous pouvez le trouver dans le fond du bac de votre magasin. Je suis notamment le Super U. Merci à toi Super U. Vous aurez certainement la chance de le trouver. Vous le voyez pas, il est là le bac. Ouais, il y a un bac là. Voilà. Voici, s'achève cette nouvelle émission de Et Village pas l'affaire. C'est la numéro combien, 5 ? C'est la numéro 5 ? Déjà en 5 ans en 2 ans. C'est formidable. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, puis merci à Messac d'avoir prêté l'attention à une séance de crash test. C'était plaisir. C'est violente et éprouvante en pleine chaleur. Celui-là, il fait une chaleur. C'était un plaisir de s'endormir et de me taper la tête contre le truc en métal à la fin du film. Moi, pour une fois, je n'ai pas dormi. Voilà. Et maintenant, on va passer à autre chose. Bye.